La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées ainsi que des sciences humaines et sociales s'interrogent sur la science comme source d'espoir. Bonsoir et bienvenue à tous et toutes ici à la BNF pour notre dernier débat de la saison en partenariat avec RFI. Nous vous proposons de faire un peu de prospective en nous demandant, dans le cadre de ce cycle Demain la vie, comment la science peut-elle nous donner des raisons d'espérer. Il ne s'agira ni de verser dans un optimisme ou un scientisme béat, ni dans un catastrophisme absolu et paralysant, mais plutôt de chercher comment les connaissances actuelles, les outils, les pistes développées par les chercheurs qui deviennent de plus en plus souvent des lanceurs d'alerte, comment ces pistes peuvent nous permettre d'y voir plus clair et d'agir ici et maintenant pour demain, pour préserver ou pour rétablir les grands équilibres écosystémiques, même si in fine les réponses face aux crises écologiques globales sont entre les mains des décideurs politiques, les chercheurs sont de plus en plus nombreux à tracer donc d'autres chemins, d'autres directions pour d'autres futurs possibles et durables. À nous de prendre le temps de les écouter, voire de les suivre comme nous allons le faire ensemble ce soir. Je vous rappelle, chers amis internautes, que vous pouvez réagir en direct sur le chat, poser vos questions. Nous les relayerons au cours de de la soirée, de ce débat que j'ai le plaisir d'animer. Ce sera Angèle Clémarès du département sciences et techniques de la BNF qui relayera vos questions. Je vais me présenter, Caroline Lachowski, je suis journaliste scientifique à RFI, productrice de l'émission Autour de la question, dans laquelle je reçois des chercheurs de toutes disciplines, à l'esprit libre et ouvert, un peu à l'image de nos trois intervenants ce soir. Bonsoir Nadia Maizi. Bonsoir. Vous êtes mathématicienne, membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, professeur à l'école des mines ParisTech. Vous avez créé en 2008, de manière assez visionnaire, la chaire de modélisation prospective au service du développement durable. Et vous nous expliquerez pourquoi et comment les modélisations mathématiques peuvent vraiment nous éclairer sur le long terme, nous aider à nous réorienter, mais à condition de ne pas les prendre toujours au pied de la lettre ou des chiffres, mais en toute connaissance de cause et des faits. Bonsoir Jean-Baptiste Fressoz. Bonsoir. Alors vous êtes historien des sciences et des techniques, chercheur au CNRS, à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes surtout, Jean-Baptiste, un formidable empêcheur de penser en rond notre histoire environnementale, nos savoirs climatiques, la notion même d'anthropocène. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont fait date. On peut citer L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. Et puis plus récemment, votre article dans les Annales des mines, pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles, dans lequel vous nous faites découvrir comment ce que nous appelons transition énergétique ressemble plutôt à des additions énergétiques et comment faire autrement. On sait qu'on peut faire autrement, n'est-ce pas Benoît Labouze? Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur de recherche à AgroParisTech. On peut citer le titre de votre thèse, Comment nourrir la planète sans abîmer l'environnement, parce que c'est une excellente question sur laquelle vous travaillez toujours, sur tous les terrains, en faisant de la prospective, en lien avec les acteurs concernés. Vous cherchez comment améliorer l'impact des prospectives sur l'action environnementale, comment mobiliser ces ressources au service de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes. Ça, c'est le meilleur que l'on puisse souhaiter pour notre futur commun. Comment y arriver? Comment une prospective bien menée peut-elle nous donner des raisons d'espérer? On va commencer par inverser la proposition, en fait, en ouvrant ce débat, comme à l'accoutumée, par un document patrimonial issu des trésors des collections de la BNF. Il s'agit de l'ouvrage d'un auteur que vous connaissez bien, Jean-Baptiste Fressoz. Vous lui avez consacré de nombreux articles. C'est un certain Eugène Huszár qui a connu un certain succès en son temps au milieu du 19e siècle. Son auteur est un illustre inconnu pour nous. Son œuvre se résume à deux ouvrages dont vous voyez les couvertures. La fin du monde par la science, carrément, il n'y allait pas de main morte, Huszár, et L'arbre de la science 1857. Jean-Baptiste Fressoz, selon vous, c'est lui qui a proposé finalement la première théorie du catastrophisme technologique. Il alerte sur les catastrophes et l'intervention de l'homme sur son environnement. Son originalité tout de même consiste à proposer une critique progressiste du progrès. Je le cite dans L'arbre de la science. « Je n'ai fait dans ce livre la guerre ni à la science ni au progrès, mais je suis l'ennemi implacable d'une science ignorante, impresciente, d'un progrès qui marche à l'aveugle, sans critérium ni boussole, au hasard de retourner les lois de la nature contre leur but. Il préconise donc d'une part de mettre en place des moyens
palliatifs propres à retarder la catastrophe finale, donc créer une édilité planétaire, un gouvernement scientifique mondial chargé de veiller à la conservation de l'harmonie du globe, tout ça en 1855-1857. Et d'autre part, de faire advenir une science intuitive et non purement expérimentale. C'est donc la préscience, dit-il, qu'il faut chercher à réaliser dans le monde. Alors j'imagine que vous voulez réagir, Jean-Baptiste Fressos. Vous connaissez bien Eugène Huszár. Alors lui, il va très très loin dans sa critique de la science. Pourquoi est-ce qu'il vous a intéressé déjà ? Eugène Huszár, en fait, il synthétise. On pourrait penser que c'est un prophète, une sorte de Cassandre que personne n'aurait écouté, mais en fait, c'est pas du tout ça. Déjà, il synthétise des débats qui ont cours à son époque. Toutes les catastrophes qu'il envisage, elles sont discutées, alors pas forcément comme ça, et il extrapole et il exagère, mais il y a des discussions, beaucoup de discussions, par exemple, sur la question du changement climatique au XIXe siècle lié à la déforestation. On sait que les arbres jouent un rôle dans le cycle de l'eau, et donc en déforestant, est-ce qu'on n'est pas en train d'altérer un cycle de l'eau global déjà, on le pense déjà à l'échelle globale, qui assure la fertilité des sols, etc. Et donc Eugène Huszár, il parle de ça dans son livre. Mais il va parler aussi, est-ce que la vaccination, ça ne pourrait pas entraîner une dégénérescence de la population ? Ce qui peut paraître absurde et anti-vaccinal, mais en fait, il dit des choses intéressantes, parce qu'à ce moment-là, la vaccination, elle se fait de bras à bras, c'est-à-dire on met le pustule, le vaccin dans le bras d'un enfant, on récupère le pus de cette pustule et on le met dans un autre enfant, et la question, c'est est-ce qu'on ne transmet pas, par exemple, la syphilis en faisant ça ? Et donc, la syphilis, une maladie héréditaire qui pourrait effectivement avoir des effets graves sur la population. Et donc, il fait, si vous voulez, c'est la caisse de résonance de tous ces débats. Il est fasciné aussi par les accidents de chemin de fer qui sont décrits dans la presse comme des choses parfaitement aléatoires. Et donc, il dit, voilà, la technique est devenue aléatoire. Elle tue complètement de manière aléatoire. On n'est pas capable de prédire tout le comportement des techniques. Il dit des choses aussi sur l'extraction du charbon. Est-ce qu'à force d'extraire du charbon à un seul endroit, l'Angleterre, il pense essentiellement l'Europe, en tout cas l'Europe du Nord, on ne risque pas de changer le centre de gravité de la Terre et produire un basculement de l'axe terrestre avec des catastrophes en série ? Est-ce que aussi, en brûlant du charbon et en coupant des forêts en même temps, on ne risque pas de perturber l'harmonie du globe ? Donc il dit des choses intéressantes, parce que c'est vrai que, pareil, la proportion de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui interroge les savants au XIXe siècle. Ils disent c'est quand même, il y a que 2% de carbone de CO2 dans l'atmosphère, et de ces 2%-là dépendent en fait toute la vie. Parce que la végétation a besoin de carbone, les animaux se nourrissent de végétation. Comment ça se fait que ça reste en équilibre ? Et est-ce que l'humain n'est pas en train de déséquilibrer cette horloge chimique ? Il pose des bonnes questions en étant très catastrophiste, mais au fond, il pose des questions qu'il faut se poser, et on est aujourd'hui avec deux prospectivistes, mais qui ont les billes pour être prospectivistes. C'est des questions qu'il faut se poser, et qu'il faut se poser notamment parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la prospective ? Est-ce qu'on peut avoir juste ? Est-ce qu'on peut prévoir les choses quand on n'a pas les outils mathématiques, en l'occurrence, que vous avez, Nadia Maïzy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes vous-même dans la prospective. Alors, je ne sais pas s'il faut de la pré-science, mais en tout cas, il faut à la fois de la science pour faire de la prospective, mais il faut aussi pouvoir se poser toutes les questions possibles et imaginables, et notamment celles qui nous occupent aujourd'hui, et que vous vous êtes posées tôt avec vos outils mathématiques. Oui, alors je trouve très intéressant, en fait, le résumé que vous avez fait des travaux de cet auteur que je ne connaissais absolument pas. Et dans sa question posée à la science, je pense qu'on est dans une actualité presque effroyable de savoir si effectivement on a réalisé la synthèse de toutes les questions qui nous renvoient à cette augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de sorte que la science y apporte de bonnes réponses, et de sorte que la science se mette au service de la détermination de solutions pertinentes. Or, aujourd'hui, il y a une espèce de dispersion qui fait que, parfois, on peut être scientifique très contre-productif, malgré soi, parce qu'on travaille sur des sujets qui ne sont pas connectés avec l'ensemble de la question. Et donc, par rapport à la question de la prospective, la pré-science, moi, ça me gêne un peu d'utiliser ce terme parce que ça renvoie à prévoir.
Et tout ce qu'il faut comprendre quand on parle de prospective, qui est, d'après les pairs de cette indiscipline, plutôt une attitude qu'une science réellement, c'est l'idée de, justement, n'être pas dans la prédiction, de ne pas deviner le futur, donc de ne pas être dans une attitude fataliste où finalement on attend de savoir quelle est la trajectoire qui va nous tomber dessus, mais plutôt d'être dans une attitude constructive où ce qu'on se dit, c'est que grâce à cette possibilité de regarder loin, de regarder large, de penser à l'homme, donc de situer en fait les questions qu'on se pose dans leur globalité, on va pouvoir comprendre les conséquences de certaines mesures, certains actes qui pourraient être contre-productifs ou qui pourraient nous amener des contre-intuitions qui nous permettraient de réajuster. Donc si on fait un parallèle avec la science, la dynamique des systèmes, qui est une des sciences que je connaissais bien quand je faisais ma thèse, c'est comme si on avait un feedback, c'est-à-dire une boucle de contre-réaction en permanence pour dire attention, si je fais ça, je vais aller là-bas, or moi, c'est là que je veux aller. Donc à ce moment-là, je réajuste mon tir. Et c'est vraiment ça que cette position de prospectiviste va permettre d'amener. Alors maintenant, comment je fais pour regarder loin, pour regarder large, pour regarder profond, pour mettre l'homme au centre de la boucle ? En vérité, c'est plutôt une position philosophique où je vais commencer par essayer de me libérer de tous les biais que j'ai pour avoir une certaine ingénuité dans le regard. Mais nous, on dit, on est des mathématiciens à l'origine, et la vertu d'un mathématicien, c'est déjà de bien formuler le problème. En général, en maths, c'est pas tant sur la solution que vous apportez qu'on va vous juger, c'est sur votre capacité à bien poser vos équations. Donc, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, il faut bien les formuler, c'est déjà la première question. Quand on les a bien formulés, on se rend bien compte que à faire un modèle mathématique, on va être faux par rapport à la réalité. Donc, on assume que le modèle sera une aide, mais très partielle, parce qu'on n'est pas capable de modéliser la complexité des problèmes auxquels on veut s'attaquer. Par contre, c'est comme une béquille qui va nous permettre de nous orienter plus intelligemment que si on le faisait comme ça à dire d'experts, dans tous les sens, en oubliant la moitié des choses en chemin, ou en ne les traitant pas et en oubliant dans le résultat qu'on propose de dire qu'on ne les a pas traités. Donc c'est encore une fois plutôt une attitude, quelque chose un petit peu de philosophique qui va nous aiguiller dans notre façon de décliner l'usage de ces modèles qui nous permettent de parler du long terme. On comprend donc que la prospective, déjà ce terme-là, il faut vraiment le reposer et pas croire du tout que c'est une prévision. Et j'imagine que Benoît Labousse, vous êtes tout à fait d'accord avec ça, puisque vous êtes justement à la croisée des études de prospective et des sciences de gestion de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vue lointaine, il faut avoir du temps aussi, on y viendra parce qu'il faudra aussi être écouté par ceux qui prennent les décisions ensuite, mais c'est une attitude aussi, cette attitude que vous avez, Benoît Labousse. Oui, tout à fait, je partage complètement la définition là que vient de donner Nadia. Effectivement, la prospective, c'est pas du tout une science, c'est plutôt effectivement une indiscipline, un ensemble de méthodes qui permettent de se projeter, de construire des récits, des discours sur les futurs. Moi, j'aime bien dire ça, les futurs possibles. Quand on fait de la prospective, a priori, on parle du principe que les futurs sont indéterminés, qu'il y a une diversité, une pluralité de futurs possibles. Et la prospective, ça permet précisément de construire et d'identifier ces futurs possibles. Alors, avec des modèles mathématiques et quantitatifs, il y a aussi des méthodes qui sont pas du tout quantitatives et plutôt qualitatives. Donc, on pourra discuter des intérêts et des inconvénients de chacune de ces méthodes. Et alors, moi, je trouve que c'est assez crucial quand on s'intéresse aux questions d'environnement parce que précisément, les écosystèmes au sens large, ils ont une évolution très souvent sur le temps long. Et donc, c'est important de se questionner aujourd'hui sur par exemple, les impacts de la politique agricole commune qui est en train d'être décidée maintenant, qui va avoir des impacts sur l'état des écosystèmes en France et en Europe, sur les espaces naturels, d'ici 10, 20, 30 ans. Et donc ça vaut le coup, c'est important maintenant de se poser des questions par rapport, en se projetant à long terme.
Jean-Baptiste Fressos, vous avez montré qu'au fond, les hommes et les femmes, on l'espère, se sont posés des questions il y a longtemps, ont finalement remis en question très tôt les choix de société qu'on avait faits, de productivisme. Alors, on verra pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été entendus, mais justement, est-ce qu'il y a aussi dans cette démarche prospectiviste, donc plus qu'une science, une indiscipline qui aussi aurait pu porter ses fruits, sur laquelle on peut se retourner aujourd'hui ? Alors, les oppositions aux grands systèmes technologiques qui nous ont fait basculer dans l'anthropocène. Je pense à vraiment l'automobile, par exemple. L'automobile, quand elle démarre, la plupart des gens sont contre les voitures parce que c'est un luxe pour une petite partie de la population et c'est une nuisance pour l'ensemble, pour l'essentiel de la population. Donc il y a tout plein de personnes qui sont contre les voitures individuelles et c'est fondé sur une forme de prospective, oui. Alors par exemple, en Suisse, le canton des Grisons à l'est de la Suisse interdit les voitures individuelles en 1910. Il y a eu des accidents. Voilà, donc ils les interdisent. Ils autorisent les camions, parce qu'un camion, ça rend service, mais les voitures, c'est interdit. Et par 10 fois, l'Automobile Club suisse essaye de casser cette interdiction et donc organise une votation, un référendum. Et 10 fois, les habitants du canton des Grisons disent non, on ne veut pas la voiture. Et ils font une forme de prospective. Ils disent si on autorise la voiture, alors qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Premièrement, les routes, il va falloir toutes les refaire. Et ça, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des voitures, il y a un coût de maintenance des routes qui explose. Les compagnies de chemin de fer vont devenir plus rentables. Donc, il va falloir les subventionner. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ça va favoriser la dispersion urbaine. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je dirais que des arguments assez évidents sont proposés dès le départ contre l'automobile, avec cette idée aussi qu'à terme, dans les grandes villes, l'automobile risque de ralentir la circulation plus que de l'accélérer, sachant qu'il y avait d'autres moyens de transport. À cette époque, il y avait les tramways, il y avait tout plein d'autres manières de se déplacer qui étaient déjà modernes, en fait. Donc, je dirais que toute forme d'opposition à un système technologique se fonde sur une prospective qui n'est pas forcément mathématisée, qui n'est pas forcément savante, mais qui est une prospective de bon sens et une prospective commune, quoi, et qui s'avère très robuste, au fond. Enfin... Mais en même temps, quelle solution, justement, même si on commence par regarder en arrière précisément, on aurait peut-être pu choisir d'autres voies que l'automobile, que les fossiles, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des oppositions à chaque fois et quand on fait de la prospective, comment faire pour que justement on puisse réorienter aussi au fur et à mesure de ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut avoir une vision vraiment à long terme ? Parce que c'est ça qu'il faut avoir, Nadia Maïzi. Mais il faut surtout que la vision à long terme soit écoutée par ceux qui décident. Donc si je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le projet de construire l'aqueduc de Millau par rapport à la question de l'automobile ? Par rapport à cette question-là, ça veut bien dire qu'on continue dans cette voie-là. Donc ce sont des injonctions contradictoires. À la fois, on fait des ouvrages dont on sait que l'inertie et la durée va être extrêmement longue. À la fois, on tient un discours où on veut mettre des taxes carbone sur les carburants, où on veut interdire certains types de motorisation. Donc, en fait, voilà, c'est là que ce discours doit essayer est obligatoirement une injonction de cohérence. Et de regarder loin, ça peut faire mal. Donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas. Voilà. Je trouve ça très intéressant, cette question des injonctions contradictoires. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, Jean-Baptiste Fressos, mais Benoît, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que on est dans un monde d'injonctions contradictoires. On sait bien ce qu'il faudrait faire, on ne le fait pas. Vous faites très sérieusement la prospective, qui n'est pas de la prévision, et on voit bien qu'on ne va pas là où il faut. Comment faire ? Est-ce qu'on peut faire bouger les choses ? Vous êtes sur le terrain pour ce qui est de l'agriculture, pour ce qui est de l'alimentation, de l'environnement, de la biodiversité. Vous travaillez sur l'eau, enfin très pratiquement dans des régions. Est-ce qu'on peut faire avancer les choses et avoir un peu de cohérence ? Ou est-ce que c'est ça finalement peut-être le gros souci aujourd'hui ? En fait, je dirais les choses de manière un tout petit peu différente. Bon, déjà, je suis pas sûr qu'on dirait que je suis effectivement sur le terrain, mais bon, ça c'est pas très grave. En fait, je trouve que ce qui se passe, c'est que les futurs portent en eux une dimension très politique. Et donc, je dirais pas tant que l'enjeu c'est de la cohérence. Enfin, il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi, par exemple, si on prend le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a
une partie des acteurs publics, privés, de certains ministères, de certaines directions, qui sont pour la construction de cet aéroport, qui considèrent que c'est une trajectoire de développement pertinente, qui ont envie de cet aéroport. Il y a d'autres acteurs, d'autres institutions, d'autres organisations qui sont complètement contre. Et en fait, ce que permet de faire la prospective et ce que permet de rendre lisibles les visions du futur, de mettre en discussion ces futurs, c'est aussi ça l'ambition de la prospective, c'est de rendre clair et transparent les visions et d'organiser un débat, une discussion. La prospective, elle sert aussi à ça. Et moi, ce que j'aime bien dire aussi à mes étudiants et mes étudiantes, c'est que une des ambitions de la prospective, c'est aussi alors les Anglais, ils disent think out of the box, de penser un peu en dehors de la boîte. En dehors du bocal. Voilà. C'est-à-dire que si on considère, vous l'aurez compris comme aujourd'hui, qu'on est vis-à-vis de la biodiversité dans un monde où ça va pas, qu'il faut changer les choses, la prospective, elle peut nous aider à imaginer des futurs différents. Imaginer par exemple des infrastructures différentes, imaginer des pratiques agricoles différentes, et pour mettre en discussion ces futurs différents. Donc voilà un peu, il y a un débat politique à faire entre des futurs qui effectivement doivent être cohérents, mais ils ne sont pas forcément compatibles. Et moi je pense que c'est pas grave, et que la prospective elle sert précisément à discuter et à débattre. Mais du coup parler du futur, c'est pour moi en tout cas c'est très politique. Vous êtes d'accord, Jean? Si je peux me permettre, en fait, il n'y a pas la prospective qui serait scientifique et puis les acteurs qui ne voudraient pas y obéir. En vérité, chaque acteur fait sa prospective pour défendre une option politique. Dans l'histoire, c'est vraiment ça qui se voit. Si vous prenez par exemple le début de l'énergie atomique aux États-Unis, en 1949, l'AEC, l'Atomic Energy Commission, lance tout plein de travaux de prospective sur le futur de l'énergie américaine et mondiale. Et ils imaginent des taux de croissance de la demande énergétique absolument faramineux, du 3-4% par an sur 50 ans aux États-Unis. Et ça rend le surgénérateur nucléaire indispensable, parce qu'on a des telles quantités d'énergie que les fossiles n'y suffisent plus. Donc là, on voit bien comment une prospective se crée pour défendre en fait des financements publics pour une technologie qui, en 1949, n'aura pas d'utilité avant, on imagine, la fin du XXe siècle. Donc ça, on crée un futur pour justifier un projet. Et d'autres prospectivistes, qui sont plutôt économistes, disent non, mais vos modèles, ça fonctionne pas parce que l'économie américaine, elle va se tertiariser. Enfin, ils anticipent à juste titre des évolutions qui sont réelles et qui disent non, finalement, l'atome, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc je dirais que voilà, il faut pas avoir une vision scientiste vraiment de la prospective. C'est vraiment une bataille surtout les estimations futures de consommation. Ça, historiquement, c'est très intéressant. On voit que ça a toujours servi à justifier. J'ai un collègue, Frédéric Grimbert, qui travaille sur l'eau, il explique que les estimations au 19e siècle de la consommation d'eau d'un Parisien, ça sert à justifier tel aqueduc, tel réseau technique, etc. Donc ça, c'est une forme de prospective. Après, il y a d'autres types de prospectives. Est-ce que, par exemple, les théories sur le changement climatique, c'est la prospective? Ça, je ne suis pas convaincu. C'est pas tout à fait la prospective, c'est une loi physique sur l'effet de serre et comment réagit la biodiversité, les océans, etc. C'est une autre forme de... Voilà, il y a vraiment une variété de discours qui parlent du futur qu'il ne faut pas du tout mettre dans le même sac, je pense. Mais c'est justement ça qui est complexe, et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de déblayer, si j'ose dire, aujourd'hui. Nadia Maïzi, comment est-ce que vous faites pour justement faire de la prospective? Vous êtes aussi membre du GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, pour faire ce qu'on n'a pas d'autre mot pour appeler, c'est de la prospective, mais qui justement, comment vous faites par rapport aux chiffres, parce que vous, même si vous êtes mathématicienne, ce n'est pas du tout qu'une question de chiffres, pour ne pas faire dire ce que vous voulez faire dire, pour avoir l'esprit clair, justement, ne pas faire dire ce qu'il faut dire, même si c'est évidemment très politique. Vos conclusions vont être politiques, mais c'est jamais des conclusions fermées, j'imagine. Donc, comment faites-vous ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut faire attention de distinguer dans les questions autour des changements climatiques différentes approches. Donc, par exemple, dans le GIEC, il y a 3 groupes. Il y a un premier groupe qui va parler du climat et des effets du climat. Il y a un deuxième groupe qui va parler des questions d'adaptation. Et il y a un troisième groupe, dans lequel je suis, qui va parler des solutions. Donc le premier groupe, effectivement, va s'appuyer sur des modèles numériques qui représentent des modèles météo assez complexes, des modèles de climat, de dynamique, et qui, eux, essayent de tracer des trajectoires pour prédire comment va évoluer le climat, et avec des observations qui remontent historiquement très loin, et donnent des trajectoires potentielles avec des degrés d'élévation de la température qui dépendent d'un certain nombre
des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc là, c'est vraiment, je dirais, pour moi, c'est même pas de la prospective, c'est la prévision, quoi. Voilà, on dit entre telle et telle fourchette avec telle marge d'erreur. Tandis que nous, on est dans la question de la solution, donc des solutions. Et en fait, là, tout est ouvert dans le sens où on n'est certainement pas en train d'essayer de représenter avec notre modèle un phénomène physique qu'on aurait observé jusqu'à aujourd'hui, duquel on tirerait des lois permanentes et des paramètres qu'on va recalibrer à partir d'aujourd'hui pour les projeter dans le futur. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur, étant donné, oui, telle orientation politique, tel choix de stratégie, qu'est-ce que ça pourrait engendrer en termes de conséquences par rapport à un certain nombre de contraintes. Alors quand on parle d'énergie, très souvent, pour faire rapide, on va dire il y a une certaine demande d'usage. Voilà, la population veut se déplacer, se chauffer, voyager, etc. Et par rapport à ça, si on privilégie un type de vecteur par rapport à un autre, c'est-à-dire plutôt l'électricité que le gaz, ou plutôt l'hydrogène que l'électricité, bien que ça soit lié, à ce moment-là, quelle technologie permettrait de pourvoir à ça? D'accord ? Ça donne une réponse très partielle. Et c'est là où il faut faire attention parce que c'est un raisonnement d'ingénieur où on va dire « Ok, ça y est, on a les meilleures technologies disponibles, on peut y aller ». Sauf que très souvent, on se rend compte que la population n'est pas du tout intéressée par tes technos. Elle n'a pas envie de changer quelques habitudes qu'elle a déjà par rapport à ça. Et l'information qui est donnée autour de ça n'est pas assez grande pour que ce soit des choses qui soient dans le quotidien prises en compte comme importantes, inquiétantes, urgentes. Donc, pour moi, il faut vraiment essayer de faire rentrer dans ce débat une audience plus importante que celle des scientifiques confrontés aux élites gouvernantes, où de toute manière le débat est assez restreint. Parce que nous, on doit trouver des trajectoires, je vais le dire vite, qui font plaisir, par rapport à ce qu'en fait ils ont déjà décidé. Et en plus, ils ne sont pas là pour très longtemps, alors que nous, on parle de dynamiques qui vont être sur plusieurs décades. Eux, c'est déjà dans 2 ans et demi qu'ils sont partis. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, il y a l'ensemble de la population du globe qui est concernée sur des durées qui sont aussi importantes que celles sur lesquelles on réfléchit, quoi. Il y aura plein de gens en 2072. Il y aura plein de gens en 2050 qui voudraient savoir si on sera à la neutralité carbone, oui ou non. Et donc, c'est là où je pense que, finalement, pour avoir plus d'impact, parce que les gens pourraient comprendre mieux les interactions de tous ces éléments les uns avec les autres, beaucoup plus que si on se contente de travailler sur des trajectoires très techniques. Et vous voyez comment faire, je vais vous faire intervenir là-dessus aussi, mais est-ce que vous avez une idée comment faire, Nadia, parce qu'on se rend bien compte que ça fait partie, non pas de la solution, mais du problème, enfin que vous travaillez là-dessus, mais si les seuls interlocuteurs sont les politiques qui sont de toute façon un autre agenda, comment faire pour justement qu'on soit tous plus conscients des enjeux, que la science, justement, les chercheurs comme vous puissent partager, expliquer ou au moins dire la complexité et puis après à nous de faire ou pas. Alors c'est assez compliqué et je vais raconter une petite anecdote. Ce matin, ou était-ce hier matin, je me suis réveillée avec la nouvelle suivante. Le GIEC a sorti son rapport et quelques messages catastrophistes. Et là je me suis dit, c'est incroyable, je suis au GIEC et je ne savais même pas qu'il y avait un rapport qui sortait aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un rapport spécial que j'ai raté, enfin... en fait, non, pas du tout. C'était le rapport sur lequel on travaille. C'est un projet de rapport, c'est un brouillon, quoi. Voilà, c'est comme si on jetait un brouillon en pâture à des journalistes. Et voilà, pendant toute la matinée, tout le monde s'excitait. L'après-midi, j'ai eu un coup de téléphone d'une journaliste qui m'a demandé mon avis. J'ai dit que j'ai rien à dire, que je trouve ça désolant et que si elle, on publiait le brouillon de son article, elle serait pas contente, que moi, j'étais pas contente.
Et à la fin de la journée, j'ai une discussion avec une personne de la société civile avec qui je travaille qui m'a dit « Ouais, de toute façon, c'est comme le GIEC avec ses 4%. » Alors je me suis dit « 4%, c'est quoi ? C'est 4%, c'est 4 degrés. » Et je me suis rendu compte comment tout ça était devenu délétère et complètement contre-productif. Et en fait, il y a une tendance aujourd'hui, alors là je ne suis pas en train de donner la solution, je suis en train de faire un constat plutôt que, en tant que scientifique, moi je me sens assez mal positionnée par rapport au grand public. J'ai l'impression qu'on m'en veut, j'ai l'impression que je suis plutôt un charlatan qu'autre chose, j'ai l'impression qu'on m'identifie avec des tas de médecins scientifiques dont on a parlé ces derniers temps, et que finalement notre parole, enfin on sert à rien, voilà, en fait on sert à rien, et on est là pour, dans le meilleur des cas, dire n'importe quoi, dans le pire des cas, soutenir la voie du pouvoir. Je pense donc que le travail est très compliqué parce qu'il va falloir réhabiliter déjà la science. Absolument. Déjà, l'enseignant, le professeur, et je pense qu'en France, il y a une dégradation assez inquiétante du ressenti de la population par rapport à tout ce qui, pour moi, est le plus important dans une nation, c'est-à-dire son joyau de recherche et d'enseignement. C'est l'éducation pour les jeunes et c'est l'intelligence pour tout le monde. J'ai envie de rajouter, c'est la culture scientifique qui manque tellement, qui nous manque à nous terriblement dans les médias, où c'est la rapidité. On n'est pas du tout sur votre temps à vous. Je vous ai vu, Benoît, sourire et hocher la tête. Je pense que vous partagez ce sentiment dont vient de parler Nadia. C'est au fond comment faire pour que effectivement vos recherches, enfin qu'on ne mélange pas tout n'est pas au même niveau. Qu'on ne tombe pas non plus dans un catastrophisme total et absolu qui nous paralyserait, mais qu'on voit effectivement, qu'on essaye de débattre, ce que vous proposiez, de pouvoir débattre, mais en toute connaissance de cause. Alors, moi, je partage en partie. Après, moi, c'est vrai que je travaille dans un contexte très différent. Moi, je travaille pas sur les questions de changement climatique, donc jusqu'à présent les enjeux de biodiversité étaient un peu moins sous le feu des projecteurs. Alors peut-être que c'est pas plus mal par rapport à ce que Nadia vient de raconter. Moi j'ai la chance entre guillemets en fait là de travailler sur un projet alors du coup c'est ce qu'on appelle de la recherche-action, c'est-à-dire que moi je fais de la recherche et en fait je travaille avec l'Office français de la biodiversité. Et donc, en ce moment même, là, la France, le ministère de la Transition écologique, est en train de rédiger une stratégie nationale de biodiversité. Donc, c'est la 3e. On en a une stratégie nationale de biodiversité depuis 2004. Et en fait, il y a 2 ans, des collègues de l'Office français de la biodiversité, pressentant les discussions qui allaient avoir lieu, se sont dit on aurait besoin de visions ou de futur sur la biodiversité en France pour nous servir d'argumentaire dans les discussions qu'on va avoir au moment de construire cette stratégie. Et donc moi, je suis dans une position un petit peu différente, c'est-à-dire que moi, là, mon travail, que je trouve super, c'est-à-dire que moi, j'essaye d'accompagner des acteurs avec qui on partage un objectif commun qui est de faire bouger les choses positivement pour la biodiversité en France. Et donc pour faire ça, concrètement, comment on fait ? On fait des réunions, on invite des collègues, on discute, comment les demandes sociales sur la biodiversité pourraient évoluer d'ici 10, 20, 30 ans, comment les politiques publiques de protection de l'environnement pourraient évoluer en bien ou en moins bien d'ici 10, 20, 30 ans, comment les modèles économiques, les activités économiques, les modes de vie, de production pourraient évoluer. Et on réfléchit et donc on essaye d'identifier, voilà, là on a construit 6 futurs possibles plutôt positifs pour la biodiversité. Et donc on donne ça à nos collègues, c'est pas tout à fait des collègues, mais en tout cas, voilà, aux personnes de l'OFB avec qui on travaille, et en leur disant, maintenant, c'est à vous. C'est vous qui allez essayer de défendre et de construire une stratégie nationale de biodiversité qui soit efficace et un peu solide. Donc, voilà, on vous a donné un petit argument, donc essayez à vous d'aller le porter. Moi, mon rôle, en fait, en amont, c'est ça. Et là, au fond, vous êtes en amont, très en amont pour préparer. Voilà, moi, en fait, j'ai répondu à leur demande qui était de dire, on sent que quand on a un texte politique à construire de stratégie nationale sur la biodiversité,
il va y avoir plein d'acteurs qui vont participer à ce débat politique, des gens qui ont envie de protéger la biodiversité, des gens qui ont envie de protéger d'autres activités plutôt nuisibles à la biodiversité, ce qui est normal. Comment est-ce qu'on fait, nous, si on veut porter la biodiversité, pour avoir des arguments les plus solides possibles ? Eh ben, un des arguments une des stratégies, c'est de s'appuyer sur des visions à long terme. La prospective, elle sert aussi à ça. Ça permet de dessiner un chemin, un peu ce que racontait Nadia, pour dire, voilà, en fait, si on fait tel et tel choix, voilà le futur vers lequel on va. Et nous, on se dit que c'est pas mal d'avoir un futur dans lequel on a une biodiversité et des écosystèmes en bonne santé, on peut avoir accès à une nature saine, au niveau de la santé environnementale et humaine, c'est plutôt bien. Et donc, politiquement, c'est ce vers quoi on essaye d'aller, et donc on essaye de construire une stratégie nationale biodiversité qui va dans ce sens-là. Je peux poser une question, Nadia. Y a-t-il une coordination avec la stratégie nationale bas carbone ? Alors, c'est simplement, c'est le même genre de choses, voilà. Mais pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très intéressant parce que c'est quand même des choses qui sont absolument très liées. Et donc là, moi, je découvre parce que je ne connais pas le monde de la biodiversité. Et ça me pose quelques questions sur la cohérence. Pas vraiment. Il y a plein de raisons historiques et institutionnelles. Cette stratégie nationale de biodiversité, elle vient d'une autre convention cadre internationale qui est la Convention sur la diversité biologique, donc qui est autre chose que la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a plein de raisons. Il y a aussi le raison institutionnellement. En fait, au sein du ministère qui s'appelle maintenant de la transition écologique, il y a des directions qui travaillent sur l'énergie et le climat. Il y a des directions qui travaillent sur la biodiversité. C'est pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes formations. Et puis, par ailleurs, c'est aussi des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs. Oui, mais justement, est-ce que vous mettez pas le doigt là, Nadia, sur tout le problème et toute la question, c'est-à-dire que comment avoir un objectif commun si on a, et on le sait bien, aux Nations Unies, d'un côté la biodiversité, de l'autre côté le changement climatique, de l'autre la réduction des gaz à effet de serre. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour faire une vraie prospective si on met pas tout ensemble, et si les intérêts, on le voit bien, sont de fait divergent et puis de fait ne se parlent pas. Jean-Baptiste Fressos, qu'est-ce que l'historien pense, l'historien de l'environnement pense de tout ça, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois on entend bien Benoît qui dit pour nous ça avance, côté biodiversité, on est en amont, on essaye, on propose des choses et on fait ce qu'on peut de notre point de vue, voilà. Après, on verra ce qui se passe. Et on voit bien que Nadia explique, avec son exemple frappant, c'est vrai qu'autour du changement climatique, on entend tout et n'importe quoi. On n'arrive absolument pas à... Non, vous n'avez pas cette impression-là. Tout et n'importe quoi, non. C'est-à-dire, globalement, le consensus scientifique est très clairement, solide. Bien sûr. Non, mais je veux dire, dans la l'objectif, il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a eu un engagement à la COP de Paris sur des trajectoires, etc. Non, on sait ce qu'il faut faire. Par contre, on ne sait pas comment le faire. C'est plutôt ça la question. Et en fait, on est à peu près incapable de le faire, en vérité. Donc, moi, je crois ce qui trouble beaucoup, c'est aussi certains rapports du GIEC. Quand on lit le rapport 1.5 qui était sorti il y a quelques années, il y a 2-3 ans, oui, c'est ça. Qui nous explique sur le groupe 3 qu'il y a des trajectoires qui nous permettraient de ne pas dépasser 1,5 degré alors qu'on est déjà à 1,1 degré. C'est vrai que c'est troublant quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on voit la forme des trajectoires, c'est en gros, les émissions de CO2, elles font que ça, et puis d'un coup, il faudrait que ça fasse ça. On se dit, est-ce que c'est une bonne information à donner au public de dire c'est possible d'avoir 1,5 degré ? J'en suis pas convaincu. Parce qu'il y a un aspect de bon sens de se dire, il y a peu de chances que quand l'humanité a fait que émettre de plus en plus de CO2, consommer, on n'a jamais brûlé autant de charbon, on vient de dépasser les 100 millions de barils en 2018, on a passé 100 millions de barils de pétrole. Donc il y a quelque chose d'assez contre-intuitif à se dire d'un seul coup on pourrait rebrousser chemin. Voilà. Je voudrais vous raconter peut-être une toute petite morceau d'histoire de la prospective que je trouve très parlant. C'est autour d'un monsieur qui s'appelle Cesare Malchetti, qui est un physicien nucléaire italien qui a travaillé à l'Euratom, qui est célèbre parce que c'est le père fondateur de l'économie hydrogène. Dans les années 60, il explique qu'il faut tout faire basculer à l'hydrogène parce que c'est un savant nucléaire, il est aussi pour l'atome, et il voit bien que pour que l'atome devienne important, il faut produire des carburants liquides. Sinon, c'est que le marché électrique, c'est pas grand-chose. Donc, il veut vraiment que l'hydrogène devienne le vecteur énergétique dominant.
Alors il a des projets assez délirants de construire des énormes centrales atomiques au milieu des océans, comme ça il n'y aura personne pour aller, et puis qui produira de l'hydrogène qui sera exporté par cryotankers à travers le monde. Mais c'est pas ça le plus important. Et ce qui est intéressant, et ce qui est vraiment très important, ce qu'il fait, c'est qu'il réfléchit au temps que ça peut prendre un tel scénario énergétique. Et donc il se met à faire quelque chose qui était assez classique au fond au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, et qui était devenu moins dans les années 70 du fait de l'analyse des systèmes dynamiques, du rapport au Club de Rome, où on se met à utiliser des ordinateurs, à faire des scénarios, des modélisations numériques. Lui dit non, ça, c'est pas sérieux, on va faire non pas de la prospective, mais de la prédiction. Et on va sonder sur l'histoire. Et il reprend tout un tas de séries quantitatives d'histoire de l'énergie pour voir combien de temps ça met à faire une transition énergétique. Et il voit par exemple que le pétrole, ça a mis 100 ans pour passer de quelques pourcents à 50% du mix énergétique mondial. Il voit que le charbon, ça a mis au moins 150 ans entre le début du charbon industriel et puis le pic du charbon, qui a d'ailleurs jamais été atteint, excusez-moi, au moment où le charbon atteint 50% de l'énergie, ça met énormément de temps. Et donc il se dit finalement... Et ça suit toujours des lois régulières, des lois de type de diffusion logistique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça suit une courbe mathématique de diffusion, une courbe en S, quelque chose comme ça. Et il dit finalement, est-ce qu'on gouverne vraiment cette chose énorme qu'est le système énergétique mondial ? Est-ce qu'on a vraiment prise là-dessus, au fond, sur cet énorme ensemble de machines, d'usages, de personnes qui vivent dans des temporalités, dans des mondes techniques très différents ? Et il fait des calculs et il estime par exemple que le nucléaire, alors que c'est un savant atomiste profondément convaincu par le bienfait du nucléaire, en fait ça ne va pas du tout réussir, parce qu'on est à un moment où, on est dans les années 70, pardon, j'aurais dû préciser ça, où la grande question c'est la crise énergétique. Il n'y aura plus de pétrole à court terme. Et est-ce que le nucléaire sera capable de remplacer le pétrole, qu'on estime devenir très cher à l'horizon de l'an 2000 ? Il dit non. Il part de trop bas. Et donc le successeur du pétrole, ça sera le charbon, puis le gaz. Et il est persuadé que le gaz naturel, d'ailleurs c'est vrai que le gaz naturel a joué un rôle très important, ça a beaucoup cru dans le mix énergétique mondial à partir des années 70. Et il ne voit pas une économie hydrogène, si on commençait dès maintenant, donc dès 1970, il ne la voit pas arriver avant la fin du XXIe siècle. Voilà. Il estime que c'est à peu près ça l'horizon temporel qu'il faut se fixer pour envisager une décarbonation de l'économie mondiale. Pour sortir, l'idée c'est qu'il faut sortir déjà dans les années 70, il faut sortir des fossiles fuels, des carburants charbon, pétrole, gaz, parce qu'on parle déjà de changement climatique, soit dit en passant. Dans tous ces rapports, la question du changement climatique est présente. Elle paraît moins importante que le pic pétrolier parce que ça paraît plus lointain. Et surtout les effets, en gros combien de temps la calotte glaciaire va mettre à fondre, ça on ne sait pas trop, ça pourrait mettre 100 ans, ça pourrait mettre 200 ans, on ne sait pas encore. Donc on sait qu'il y a un gros problème, mais on pense qu'il n'est pas urgent. Mais on sait qu'il y a un problème. Donc il faut sortir des fossiles. Et ce que je trouve intéressant, c'est sa critique justement de la modélisation type Club de Rome, type analyse des systèmes dynamiques, en disant, bah oui, vous pouvez créer tous les scénarios que vous voulez puisque vous rentrez différents paramètres. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas rentrer différents paramètres dans le monde. Voilà. Et donc je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête pour comprendre l'ampleur de ce qu'il faut faire. Et je trouve qu'il y a un aspect très problématique quand le groupe 3 du GIEC dit si, avec une bonne gouvernance, et on peut arriver à décarboner l'économie en 20 ou 30 ans, ça me paraît être un peu risqué, quoi. Ça peut démobiliser aussi, parce qu'en fait, je crois que ce qu'il faut qu'on fasse est tellement plus profond qu'une transition énergétique. C'est-à-dire c'est quelque chose de transition énergétique euphémise radicalement l'enjeu de ce qu'il faut faire. C'est ça. Alors, je ne sais pas si Nadia, vous voulez réagir, parce que j'aimerais bien aussi qu'on s'arrête sur ce mot de transition. Parce que je crois que c'est vraiment, il est fondamental. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé au cours de l'histoire? Vous parlez d'addition, puis autre. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y va? Mais je vous laisse peut-être réagir, Nadia, à ce que vient de dire Jean-Baptiste. Alors, par rapport au GIEC, je reviens juste un petit peu sur le fonctionnement. C'est 800 scientifiques répartis dans 3 groupes, une quinzaine par chapitre. Et le maître mot, c'est le consensus. Et donc, on arrive à des consensus où on est d'accord, où on n'est pas d'accord, c'est un consensus. Et voilà pourquoi il ne faut pas que les messages sortent avant, pourquoi les résultats ne doivent pas être présentés n'importe comment, parce qu'il y a une ligne directrice. Et il faut aussi comprendre que c'est une commande faite par 195 pays pour avoir une réponse à un certain nombre de questions qui sont listées en fait au départ, qui ne sont pas laissées, on n'a pas une page blanche, et donc on doit se greffer un petit peu dans un grand plan.
Et le plus important dans ce travail, c'est le rapport aux décideurs qui est la 20aine de pages sur lesquelles chaque mot est discuté pour savoir si on l'ajuste, comment on le tourne, etc. Donc on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement formel. Et derrière, il y a des messages qui sont, en fait, grâce à l'éclairage scientifique, il y a des messages d'ordre assez politique, puisque le consensus doit permettre de réconcilier la vision à la fois de l'Arabie saoudite, qui repose sur du fossile aujourd'hui, et des petites îles qui sont en train d'être recouvertes d'eau et de disparaître, et qui connaissent les migrations climatiques. Donc je prends des extrêmes, mais pour dire en fait la difficulté dans laquelle se trouve coincé le scientifique à la fin pour délivrer des messages. Je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant dans le GIEC, dans les travaux, c'est peut-être pas forcément de lire les résumés et les messages forts, c'est d'aller chercher dans les rapports énormément d'informations qui, effectivement, reflètent l'état des connaissances. Et qui peuvent du coup vous permettre de faire certainement des modélisations. Qui peut permettre à tout le monde de se faire une idée et qui peut permettre d'aller chercher des éléments, de données éventuellement. Mais on en revient vraiment à ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce sont des questions politiques et des questions de choix à chaque fois. Donc, quel est le rôle finalement aussi de la science et des scientifiques ? Est-ce que c'est d'éclairer mais comment se faire entendre vraiment ? Et comment éclairer aujourd'hui ? On comprend bien face à des décideurs, face à des organismes, quand ensuite le discours est répercuté par les médias, dans la société civile. Quel est le rôle justement des scientifiques dans cette transition ? Je veux bien qu'on revienne sur ce mot transition, parce qu'on l'a à la bouche, la transition énergétique. La transition, c'est compliqué à faire ça, la transition, Jean-Baptiste Fressoz. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quasiment plus un argument sur... parce qu'il faut faire une transition, ça fait aucun doute, mais le problème, c'est qu'on utilise ce mot de manière beaucoup trop légère, surtout en histoire. En histoire de l'énergie, mes collègues historiens de l'énergie n'arrêtent pas de parler de transition énergétique. Ils vont me dire l'électricité, c'est une transition énergétique, le pétrole au XXe siècle, c'est une transition énergétique, alors que pas du tout. L'électricité, ça renforce la place du charbon, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on le produit au charbon au XXe siècle, l'électricité. Le pétrole ne remplace pas le charbon. Ça, c'est une illusion complète de croire ça. Le pétrole, ça sert à quoi ? Ça sert à faire tourner des véhicules, principalement à alimenter l'automobile. Mais l'automobile, par ses consommations induites, crée une demande énorme de charbon, parce qu'il faut produire l'automobile, il faut refaire toutes les routes, j'en ai déjà parlé. Tout ça, c'est de la sidérurgie, des cimenteries, et ça tourne au charbon. Ou alors, on peut dire, des fois, on lit, la révolution industrielle, c'est une transition du bois au charbon. Alors c'est marrant parce que la consommation de bois de tous les pays industriels explose au XIXe siècle. Et plus les pays sont industriels et riches, plus ils consomment de bois, y compris d'ailleurs pour des usages énergétiques. Un chiffre un peu surprenant, l'Angleterre consomme plus de bois pour boiser les mines qui lui servent à extraire le charbon qu'elle n'en brûle au XVIIIe siècle, en 1913. C'est 4,5 millions de tonnes de bois qui part en été, en poutres, en planches, etc. Et on estime que l'Angleterre brûlait 3,5 millions de tonnes de bois au XVIIIe siècle. Donc des transitions, il n'y en a jamais eu. Voilà. Il n'y en a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu. Alors, il y a des exemples. La France est un exemple où on a sorti en partie le charbon, mais pas entièrement, avec le programme électronucléaire. Mais ça ne veut pas du tout dire que les émissions de CO2 ont radicalement baissé dans les années 80-90. Alors, elles baissent quand on prend l'empreinte strictement nationale, mais quand on prend toutes les consommations liées aux importations, finalement, ça stagne ou ça augmente encore un peu. Donc, non, de fait, on ne peut pas dire qu'on a un exemple avéré de transition énergétique qui soit à la hauteur d'une décarbonisation ou un passage. En gros, en France, on émet 10 tonnes de CO2 par an par habitant. Il faut passer à 1 tonne en 30 ans. Ça, vraiment, c'est du jamais vu. Voilà, c'est pour ça que, forcément, l'histoire de l'énergie et des techniques, quand on la fait un peu sérieusement et qu'on arrête de se gargariser avec ce mot de transition, ça rend un peu sceptique. Ça rend très pessimiste, au fond. Et moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est les discours sur la voiture zéro émission, sur l'avion à hydrogène, etc. Mais ça, c'est de l'enfumage, en fait. Purement et simplement. C'est-à-dire pour les horizons temporels de 2050-2060, la voiture zéro émission, en fait, c'est une voiture demi-émission, en gros, avec un mix nucléaire, avec l'énergie nucléaire qu'on a en France. Mais dans les autres pays, c'est une voiture 90% d'émissions. Enfin, c'est pas très intéressant, au fond. Et puis la voiture, c'est toutes les consommations induites pour faire cette voiture.
Et pour faire tourner le réseau routier, etc. Tout ça, c'est énormément de carbone. Et quant à l'avion à hydrogène, moi, vu que je travaille sur les années 60-70, on en parle depuis fin des années 60, de cet avion à hydrogène. Il y a une revue qui s'appelle The Journal of Hydrogen Energy, qui est écrite en 1974. Il y a des magnifiques dessins de plans d'avions à hydrogène. Jamais un avion à hydrogène, je crois, n'a encore volé. Et puis même si ça commençait à voler, déjà, c'est que des cours, enfin, c'était pour des petits voyages, c'est pas des longs courriers. Et puis, ce qui compte, c'est le temps de diffusion des techniques. On se focalise sur les technos, sur est-ce qu'on va mettre du nucléaire, de l'éolien. Mais ce qui compte fondamentalement, c'est le temps que prend une technologie à se diffuser. Et c'est très lent. C'est forcément lent parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est lent. Il y a des problèmes d'amortissement du capital, de déplacement des capitaux, de faire les usines. Mais comment on fait alors justement, puisque vous êtes là en train de nous dire il faut du temps, il faut énormément de temps pour aussi prendre en compte tous les paramètres, pour que ce soit adopté par la population. Enfin, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des pistes? Alors on est moins sur le changement climatique, plus sur les questions de biodiversité, mais c'est les mêmes. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, mais est-ce que justement, est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on a le temps? Et comment est-ce qu'on peut intégrer ça justement dans les modèles? Est-ce qu'on a le temps sur la question de l'effondrement de la biodiversité du vivant? C'est une vraie préoccupation, une vraie interrogation. Moi, je suis pas écologue, mais en tout cas, il y a quelques collègues qui... Donc voilà, on entend parler de la 6e extinction de masse des espèces vivantes. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi être un petit peu préoccupé. Moi, personnellement, mais ça, c'est quelque chose de très personnel, en fait, je résous cette question en me disant... L'idée, c'est pas d'y croire, d'être optimiste, pessimiste ou quoi. C'est moi, je suis convaincu que c'est important de le faire. Convaincu que ça vaut le coup, que je passe du temps et de l'énergie à former des étudiants et des étudiantes, à aller dans des colloques, à discuter avec les collègues de l'Office français de la biodiversité, à dire un certain nombre de critiques qu'on peut avoir sur le système agricole intensif et ses impacts sur les écosystèmes. Enfin voilà, moi je pense que c'est ça qui vaut le coup. Après, de savoir si ça marchera ou pas, moi j'en sais absolument rien. Peut-être juste sur les questions de transition. Alors moi, je parle plus de transition écologique au sens large. Donc, en fait, ces termes de transition sont vraiment pluriels, parce qu'on parle de transition, on peut parler de transition énergétique, mais aussi de transition agroécologique, par exemple. Moi, j'ai des collègues qui font des prospectives qui montrent qu'on peut, d'ici 2050, transformer et passer toute l'agriculture européenne en agroécologie. Et que ça, c'est complètement faisable. Donc, en fait, oui, je pense qu'on peut. Après, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, il y a des arbitrages et des choix à faire, on ne peut pas tout avoir. Et il y a des décisions évidemment politiques qui nous dépassent. Mais sur cette transition justement, Nadia. Alors, donc moi je dirais que j'ai pas la solution. Par contre, je suis assez optimiste dans l'idée de bien formuler le problème, comme je l'expliquais tout à l'heure, et que la question de la transition, justement, moi je n'aime pas l'associer avec aucun de ces termes, énergétique, écologique, environnemental, parce que j'aime bien faire l'analogie avec le phénomène physique de transition de phase. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de réfléchir au problème de cette façon-là. Et notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase carbonée et on veut passer dans une phase décarbonée. Et en fait, ça permet de prendre en compte la globalité et de considérer l'ensemble des éléments constitutifs des états de notre système qui appellent les questions d'énergie, les questions de biodiversité, enfin, les questions de mode de vie, les questions d'économie, les questions de capitalisme, les questions vraiment qui toutes sont impactées par ce choix. Alors, quand on se dit on repose le problème comme ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mette autour de la question. Et moi, c'est ça le seul espoir que j'ai, c'est qu'à un moment, on se rende compte que ça ne pourra pas être résolu par une communauté ou une autre, ou un secteur versus un autre. Quand j'entends les scénarios là dont tu parles, sur l'agroécologie, d'abord, moi, je rappelle que 2050, c'est dans 29 ans. Donc c'est là, c'est fini. En fait, il ne se passera plus rien d'ici 2050.
Ça, on en parlait, nous, en 2008, quand on a créé notre chaire, mais aujourd'hui, on parle de 2070, parce que voilà, il faut au moins un horizon de 50 ans pour penser qu'il va se passer des choses, quand même. Si vraiment, il y a un mouvement comme ça général, si tu peux dire que toute l'Europe passe à l'agroécologie, mais faut et on ne parle que de l'Europe, et on ne parle pas du reste du monde. Enfin, voilà, donc c'est des choses, et en même temps, je pense que c'est pour ça que je crois que non, les discours qu'on transmet aujourd'hui sont pas clairs du tout pour les destinataires les plus importants qui, pour moi, sont l'ensemble des citoyens. Et ça décrédibilise, et du coup, les gens ne s'investissent pas et disent, de toute façon, le GIEC, soit ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va y arriver, soit ils ont dit, c'est trop tard. Moi, c'est ce que j'entends. Non, mais c'est trop tard, de toute façon, c'est déjà trop tard. Donc, OK. Donc, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et je crois beaucoup qu'une... Alors, la chose positive que donc, moi, je pense que les projets, il faut les rendre pluridisciplinaires au niveau de la recherche. Il faut casser, en fait, les barrières qu'il y a. C'est très compliqué en France parce que vous êtes évalué disciplinairement. Donc, c'est dur pour les chercheurs de dire « Ah oui, on va bouger ». Malgré tout, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et moi, je le vois dans les jeunes qu'on a comme étudiants. Ils veulent donner du sens à leur intégration dans le monde professionnel. Très souvent, ils vont passer 2-3 ans dans une entreprise que je nomme pas ou une autre. Et ils reviennent et disent « Non, mais je préfère faire une thèse quand même. » parce que voilà. Donc, il y a la recherche de sens qui, alors c'est bien sûr dans les sociétés occidentales, etc., mais dans d'autres continents, c'est une recherche de sens par rapport à la question conjuguée du développement et éventuellement de toutes ces questions environnementales qui drainent beaucoup d'acteurs. Donc je pense, par exemple, que pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait que certaines disciplines qui étaient concernées. Tu avais de la chance si tu faisais du climat, parce que tu pouvais travailler là-dessus, etc. Aujourd'hui, je pense que toutes les disciplines sont concernées. Et là, vraiment, je dis aux étudiants, ils me disent « Mais qu'est-ce que je choisis comme option ?» Je dis « Prends n'importe quoi, fais de la chimie, fais de la socio, fais ce que tu veux. De toute façon, on en a besoin. » Et alors, c'est peut-être super utopiste, mais moi, ma prospective, elle me dit que si j'intègre pas tous les éléments, de toute façon, ce que je vais proposer comme trajectoire, elle est partielle. Et en plus, elle va donner des faux espoirs, parce que j'aurais vraiment oublié la moitié des effets rebonds, des externalités, des choses qui font que ça ne marchera pas. Et du coup, je le vois dans mes trajectoires, donc je me dis, il faut que je le projette dans la société. Et en fait, que la société, elle est un projet commun qui commence à la crèche. Et ça, au lieu de faire une start-up nation, je pense qu'on peut proposer quelque chose de beaucoup plus, englobant et dynamisant pour l'ensemble de la planète, vraiment. Mais bon, voilà. C'est ça ma solution. Ah, mais nous, on pas vote une solution pour, technique. C'est pas pour dire, mais je pense que nous, on vote pour. Peut-être que Angèle Clémarès, il y a peut-être des réactions, des questions du côté des internautes. C'est calme ce soir, mais j'ai une réflexion d'un internaute qui demande si, par le passé, la science a-t-elle répondu réellement à toutes les questions ? Ou alors, je vous livre donc le commentaire qu'il fait, à l'inverse, on a trouvé des remèdes éphémères à toutes les problématiques. Jean-Baptiste Ressou. Vu que je suis historien, je peux faire un commentaire dessus, mais en gros, non, la science ne répond pas à toutes les questions, sinon ça se saurait. Non, par contre, on déplace les problèmes, moi, je crois. Et la science, en gros, parce que la science, c'est un bien gros, non, c'est plutôt les chercheurs, les techniques, les entreprises, et voilà, à résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, une des grandes angoisses écologiques du milieu du 19e siècle jusque dans l'entre-deux-guerres, c'est l'épuisement des sols. Le fait que les plantes prennent une partie des nutriments et ça, on le perd. Et donc, il y a une baisse tendancielle de la fertilité des sols. Et si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du changement climatique maintenant au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de penseurs, d'ingénieurs, de chimistes, etc., qui travaillent sur cette question. Alors, est-ce que c'est une solution ? En tout cas, il y a une sorte de technofixe quand même qui a été proposé, qui est on va synthétiser l'azote de l'air. Et donc, c'est un chimiste allemand qui s'appelle Fritz Haber qui fait ça pour d'ailleurs produire d'abord des explosifs. On est pendant la Première Guerre mondiale. Et il s'avère que ça fertilise le sol. Bon. Alors, si vous voulez, oui, ça a augmenté la productivité et les rendements à l'hectare, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'aussi, c'est très énergivore.
les engrais émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre quand on les épand, etc. Donc on a déplacé un problème, si vous voulez. On n'a pas résolu le problème, sans parler de biodiversité et autres qui passent à l'as, quoi, évidemment. Et d'épuisement des sols. Et d'épuisement des sols aussi à terme, parce qu'il n'y a pas que l'azote, et j'imagine il y a aussi le phosphore. Et ça, le phosphore, on ne sait pas le synthétiser, etc. Donc c'est encore un truc minéral, quoi, qu'on extrait. Mais donc, la science n'a pas proposé que des mauvaises solutions. Non plus. Non, bien sûr que non. Bah, évidemment. Enfin, je sais pas, la vaccination, c'est un bon exemple. Évidemment, enfin, on a plein de. Le point n'est pas du tout. Enfin, comment dire. Mais c'est ça, oui. Quand je dis que la question n'est pas technologique, c'est pas de dire que la technologie fait pas partie de la solution. C'est que c'est largement insuffisant. C'est-à-dire que c'est pas un argument technophobe. Une éolienne, c'est vachement mieux qu'une centrale thermique. C'est pas une critique des éoliennes que je dis. Ce qui compte, c'est prendre en compte les temps de diffusion et donc agir sur un levier qui est hyper important, qui reste la consommation, surtout dans les pays riches, quoi. C'est ça l'enjeu. Et donc ne pas forcément dire il faut absolument promouvoir la voiture à hydrogène ou bien la voiture électrique, l'avion à hydrogène, etc. Mais donc c'est dans le discours aussi, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on traduit en fait notre incapacité aussi, peut-être. Ce que tu disais, Nadia, sur il faudrait faire un projet de société qui commence à la crèche, c'est un petit peu ce qu'avait essayé de dire, alors pas forcément hyper adroitement, mais c'était la maire de Poitiers, si je me souviens bien, qui a dit... qui coupait les subventions à un aéroclub en disant mais bon, désolé, c'est vrai que l'aviation, ça doit plus être un rêve d'enfant. Et tout le monde est tombé dessus. Quoi. Saint-Exupéry, Mermoz, des vieux clichés sur l'aviation qui est en fait une technologie militaire de A à Z quasiment, jusqu'à assez peu en fait, alors que ça a surtout servi à bombarder les gens en vérité. Mais bon, peu importe. Et elle disait quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'en tout cas à court terme, peut-être que dans 150 ans, on pourra de nouveau avoir des avions propres, j'en sais rien. Mais en tout cas à court terme, on ne sait pas faire. Voilà, il faut l'admettre. C'est pas... Mais comment est-ce qu'on fait? Parce qu'au fond, là, il s'agit vraiment d'un changement de paradigme dans lequel vous pouvez nous inviter, nous aider. On a bien compris de manière interdisciplinaire. Je ne sais pas si, Benoît, vous avez quelques pistes, mais comment faire justement pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on accepte de changer et de rentrer peut-être tous dans un véritable projet à long terme, ce qui ne va pas très bien non plus avec nos sociétés d'information rapide. Ouais, moi je suis un peu... je sais pas comment dire, cette idée d'un projet commun dans lequel l'ensemble des 60 millions et plus d'individus français se retrouveraient. En fait, milliards. Je suis pas ou les 6 milliards carrément, et demi. Moi, je suis un peu sceptique. En fait, je pense que je peux corriger juste avant que tu répondes. C'est pas un projet commun, c'est une conscience commune. Je vais donner un exemple. J'ai fait une intervention devant des doctorants en informatique qui réfléchissaient à la place du numérique dans l'environnement. Et grâce à un chercheur avec qui je travaille, qui a beaucoup avancé sur l'évaluation en fait de la consommation d'énergie, on va le faire rapidement, non pas des usages médias, Netflix et tout ça, mais de l'information contenue dans un bit d'information. Juste cette transformation qui fait que vous passez d'un état aléatoire à un état où vous avez certainement une information. Il y a des travaux physiques qui sont faits là-dessus, qui permettent cette quantification. Il y a des informaticiens, des jeunes informaticiens qui ne savent même pas que c'est une question qui se pose. Cette discussion, à la fin, j'ai eu des questions, c'est « Madame, vous avez besoin d'informaticiens ?» Et en vérité, non. J'aurais dit, moi, j'en ai pas besoin. De toute façon, moi, j'ai pas de poste, j'ai pas d'argent, enfin bref. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez transformer votre pratique de la recherche en informatique avec cette conscience. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin d'avancer sur... la parallélisation, il y a des gens qui travaillent sur la machine quantique, il y a des gens qui travaillent sur les chips, etc. Et je veux dire, et là, le grand projet, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu le sais, tu fonctionnes plus pareil. Si tu as envie de t'investir, si tu veux donner du sens à ce que tu fais en termes de recherche scientifique, et si tu te rends compte que tu peux être contributif et que tu peux orienter. Quand on dit la science, est-ce qu'elle a servi à quelque chose par le passé? Moi, je suis nulle en histoire, de toute façon, mais je me dis, en fait, elle sert à ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a dit, tu fais des drones. J'ai dit, non, je crois pas, là, moi, je vais changer de domaine. Ça m'intéresse pas, voilà. Ça m'intéresse pas parce que je me projette pas dans mes convictions ou dans mes envies sur ça.
Et ce que je pense, c'est que si on est clair sur l'intérêt de se projeter dans une certaine direction par rapport à ce qu'on peut amener en termes contributifs, c'est là où il est le grand projet. C'est pas un gros projet style non, c'est juste d'orienter un peu la manière de voir et de casser des trucs. C'est pas d'être veggie, c'est pas de pas passer le permis de conduire comme me racontent les collègues hollandais, comme quoi c'est super, ils mangent plus de viande et ça, ils ont tout réglé. Non, c'est prendre un petit bout de la lorgnette, en fait. Faut réfléchir plus globalement. Il faut que tout ça s'intègre dans quelque chose. Encore une fois, moi, j'aime la cohérence par rapport à la question qu'on se pose. Si on est tous d'accord, attention, que l'enjeu, c'est... Il y a un problème de changement climatique et il y a des émissions de gaz à effet de serre qui s'envolent et on sait à peu près d'où ça vient. Mais alors ça, c'est peut-être la grande utopie. Benoît Labousse. Est-ce que ça, c'est factuel déjà pour tout le monde ? Je pense que c'est effectivement factuel pour tout le monde, mais c'est pas le problème de tout le monde. C'est-à-dire que il y a des organisations, des professions, des institutions dont le problème, c'est comme, par exemple, comment je fais pour nourrir 9 milliards ou 7 milliards de personnes ou 65 millions de Français. C'est-à-dire que il y a, en fait, moi, la manière dont je vois la société, on va dire française, telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que c'est une société sectorielle, c'est-à-dire que et ça marche très bien. Il y a des gens qui sont chargés de la sécurité extérieure et intérieure du pays. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que les Français soient le plus possible en bonne santé, les Françaises et les Français. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que les jeunes Françaises et les Français ils aient accès à une éducation. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que l'agriculture et la production agricole soient saines, et de qualité et de quantité suffisante. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que les poissons dans les rivières, ils aient suffisamment d'eau et de qualité pour survivre. Et chacun n'a, en tout cas moi, la manière dont je vois la société telle qu'elle fonctionne, c'est que chacun ne porte pas les mêmes préoccupations. C'est pas du tout une critique, c'est-à-dire que moi je considère que la société fonctionne comme ça, et je ne suis pas convaincu qu'on puisse se dire qu'on a tous le même problème à résoudre. Je pense que c'est très pertinent, que moi je reconnais tout à fait que c'est un problème fondamental qui est suffisamment à manger pour tout le monde. Par contre, si moi je porte des préoccupations de biodiversité, j'aimerais bien qu'on ait un endroit où on puisse discuter, de dire le système de production alimentaire qui est proposé, est-ce qu'il est compatible avec ma préoccupation ? Et que ces arbitrages, ils soient démocratiques, éclairés, débattus, et qu'on puisse se dire oui ou non, s'il y a des choix qui soient faits, etc. Tout à l'heure, Jean-Baptiste disait une éolienne, c'est forcément mieux qu'une centrale à charbon. Ben, en fait, si tu veux défendre les Milans royaux, peut-être pas tout le temps. Ou en tout cas, ça dépend où est-ce que l'éolienne est implantée, etc., etc. Donc, ça dépend de la préoccupation que chacun porte. Et du coup, comment faire avec cette complexité ? Parce qu'on entend bien tout ça. Finalement, ce qui se passe aussi, c'est aussi la question de la complexité des problèmes. On a besoin du temps long, alors qu'on est dans une société qui ne vit que sur l'extrême rapidité. Quelles pistes vous pouvez avoir ? J'entends bien les vôtres, hein, Nadia, et j'entends bien aussi ce que vous dites, Benoît. Quelles pistes est-ce qu'on pourrait imaginer pour que justement, peut-être mieux faire passer cette complexité et parfois cette divergence d'objectifs, de points de vue, de priorités au fond ? Ben, moi j'ai alors. Vraiment dans le champ de l'environnement, depuis l'année 2007 notamment, et un événement qui a été organisé qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, il y a une mode, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, un principe d'action qui irrigue l'ensemble des gens que je croise, qui est de se dire, pour régler l'environnement, il faut se mettre tout le monde autour de la table. Il y a un peu cette idée que le conflit, c'est pas bien, on doit être tous d'accord, etc., etc. Moi, je pense au contraire que il faut assumer les contradictions, les conflits. C'est normal que Greenpeace ne soit pas d'accord avec la FNSEA. C'est-à-dire que c'est évident, c'est normal. Et en fait, je trouve que penser que la solution serait de les mettre autour d'une table en disant on va les mettre autour d'une table et ils vont réussir à se mettre d'accord, en fait, non, pour moi, c'est... penser que la solution consiste à mettre tout le monde autour de la table d'office, pour moi, on fait fausse route.
Mais je pense, Nadia, que c'est pas non plus ce que vous voulez dire ou faire. Vous voulez dire qu'il faut poser les bases, enfin, bien poser les bonnes questions finalement, et où, malgré tout, on a tous besoin d'aller. C'est peut-être ça Oui, c'est-à-dire que je pense quand même que tout le monde s'inscrit dans un schéma où il veut participer à ça, aujourd'hui. Qui te raconte son vélo, qui te raconte qu'il ne prend pas l'avion, Voilà, donc il y a quand même déjà, quelque part, des initiatives personnelles qui ne s'inscrivent pas, peut-être, dans une considération globale du problème. Et quand vous avez ce petit débat sur éolienne versus centrale thermique, oui, c'est centralisé, décentralisé, c'est recouvrement de surface versus un lieu unique. Et tout ça, ça se discute par rapport à le problème de l'occupation des sols, donc le problème de l'agriculture. Donc, il y a des tas de choses qui découlent de tout. On voit bien que tout est lié. Après, à un moment, effectivement, il y a des décisions qui doivent être prises et qui doivent orienter. On a pris le chemin du programme électronucléaire en France. Ça a été une avancée majeure pour en arriver où on est aujourd'hui par rapport à la répartition du mix énergétique français. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on ne fait plus rien. On ne dit plus où on va pas, il n'y a plus de décisions qui sont prises. Parce qu'à un moment, il faut décider. Et il faut éventuellement, là je suis d'accord, être orthogonal à d'autres. Sinon, on n'avance pas. Le consensus, ça ne... Voilà, c'est pas... Mais moi, vraiment, ce que je pense, c'est quand on dit, il y a ceux qui s'occupent des rivières, il y a ceux qui... Je peux pas m'empêcher de me rebasculer dans ces années 50. Il y avait un commissariat général au plan qui planifiait... Alors, on me dit toujours, ouais, toi, t'es soviétique et tout. Non, je suis pas soviétique. Mais il savait la vertu de réfléchir aux grands domaines de la nation. Et il y avait une personne que j'aurais aimé rencontrer, Pierre Massé, qui coordonnait tout ça. Et c'était pas inutile. Quand on me dit... Moi, je travaille avec beaucoup de ministères en France, qu'il y a des départements pour X, je vais pas les citer, Y, Z et tout. Alors, en fait, c'est lui. Non, c'est pas lui, mais en fait, c'est avec lui, mais tatata. Mais alors, on fait deux trucs pareils, comme ce que tu as décrit tout à l'heure. Ben non, c'est pas normal. Il y a un problème. Je veux dire, il y a un problème organisationnel, là. Et c'est pas un gros projet à tout le monde, c'est de la cohérence, juste un peu de cohérence. Et après, être dictatorial, interdire un club d'aviation, encore une fois, je veux dire, on éduque les enfants à pas jeter des papiers par terre. Je vous jure qu'en France, il n'y a pas de papier par terre. Et vous allez dans d'autres pays, les montagnes sont remplies de déchets. C'est de l'éducation. Ça commence très jeune. Jean-Baptiste Fressos, est-ce que dans l'histoire, il y a eu un exemple justement de cohérence, de vision à long terme? Alors on parlait des plans, enfin voilà, comment est-ce qu'on... et en l'occurrence pour nous, ça serait d'aller dans une autre direction. Mais est-ce que il y a des exemples dans l'histoire? Bien sûr, non, mais la planification, ça a eu un rôle fondamental dans tout un tas de pays. Mais le problème, c'est qu'on planifiait la croissance, et ça, c'est facile en fait. Mais voilà. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content de recevoir pléthore d'argent public pour construire des routes. Et donc c'est ce que. Mais comment faire autrement, puisque c'est. Je veux dire, ça c'est relativement simple. Maintenant, c'est plus compliqué d'expliquer à Toulouse que, vu qu'en gros, on ne sait pas faire des avions propres, il va falloir réduire un peu la voilure sur l'avion pendant alors que c'est le joyau de l'industrie française. C'est compliqué, quoi. Pareil pour l'industrie automobile, ce serait quand même mieux de réduire drastiquement le nombre de voitures, qu'elles soient hydrogène ou électriques ou thermiques, peu importe. Il faudrait davantage marcher, avoir des transports en commun, du vélo, etc. C'est plus compliqué de planifier, c'est la décroissance, je pense. Et c'est pour ça que tous les gens, évidemment, c'est pas une question de se mettre autour de la table, quoi. C'est qu'il y a tellement d'intérêts froissés qu'il n'y a même pas de table, en fait. Enfin, je veux dire, par exemple, sur le bâtiment, on sait bien qu'il faudrait faire de l'isolation, rénover, etc. Mais il y a tellement d'emplois qui sont en jeu dans la construction et la Fédération française du bâtiment, c'est un lobby qui est extrêmement puissant. On gagne tellement plus d'argent à construire du nouveau pavillon standardisé sur des terres agricoles qu'à rénover et rafistoler des appartements, c'est super compliqué. C'est un travail qui est beaucoup plus compliqué au fond. Donc voilà, c'est pour ça que... Et même, alors ça c'est marrant parce que l'isolation thermique des bâtiments, c'est censé être le truc win-win.
On devrait tous y gagner, etc. Maintenant, quand on regarde au cas par cas, chaque copropriété trouve une bonne excuse pour ne pas faire une rénovation. À Paris, on le voit très bien. C'est très compliqué de rénover en fait une copropriété à Paris. Le bâtiment, il est toujours différent. Voilà, donc c'est... Les solutions sont très complexes. Et dans ces cas-là, en l'occurrence, Benoît, vous pensez que se réunir effectivement autour d'une table sans être d'accord pourrait permettre de faire avancer, au moins de poser les vraies questions, au moins de voir où ça s'affronte et comment ça s'affronte, puisqu'on cherche quand même des pistes, et puis aussi permettrait peut-être de faire que vous, chercheurs, soyez un peu plus entendus précisément et par les personnes qu'il faut. Alors cette question n'est pas facile. Est-ce que nous, chercheurs, on est entendus ? Moi, j'ai quand même l'impression globalement que les enjeux climatiques sont quand même de plus en plus entendus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont écoutés, mais ça veut dire qu'ils sont entendus. C'est-à-dire que, pour l'effondrement de la biodiversité, je ne suis pas si sûr, mais en tout cas, je ne pense pas que le problème soit que les chercheurs ne crient pas assez fort. C'est simplement qu'il y a un certain nombre de personnes, d'acteurs, d'organisations, d'institutions qui ne veulent pas entendre. Donc on pourra essayer de crier encore plus fort, ce ne sera pas forcément suivi d'effet. Moi, c'est quoi les solutions ? En tout cas, moi, avec la vision du fonctionnement que j'ai, c'est que moi, je considère que c'est les personnes qui sont convaincues, qui partagent mon problème que je dois aider. Je pourrais... C'est-à-dire que les acteurs qui sont préoccupés par la protection de l'environnement, par la préservation de la biodiversité, par la qualité des rivières, par la protection des zones humides, qui ont disparu pour moitié en 30 ans. C'est sur ces personnes-là que je peux m'appuyer et avec ces personnes-là qu'on peut travailler pour essayer de faire en sorte que notre préoccupation, elle soit entendue, partagée et qu'elle soit prise en compte dans les arbitrages. Ça suppose aussi, et c'est peut-être ça une autre solution, mais un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement des enceintes ou des forums où on puisse débattre un peu ouvertement et objectivement. Et ça revient à la question de la prospective, mettre en discussion différents futurs possibles qui seraient portés par une diversité d'acteurs et se dire, qu'est-ce qu'on choisit ? Par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une manière d'organiser la discussion, ça aurait pu être de demander à ce que chaque différente partie propose un scénario du futur de ce territoire à l'horizon 2050, 2070, 2100, et qu'on discute sur quels arguments on est d'accord ou pas d'accord. Et après, c'est la démocratie, c'est-à-dire que oui, je suis conscient que je vis dans un pays où tout le monde ne pense pas comme moi, heureusement. L'imagination peut-être au pouvoir. Nadia, alors, cette question, êtes-vous entendu ? Parce que oui, je pense que vous êtes entendu, mais vraiment écouté. Enfin voilà, parce que vous avec cette chaire de modélisation pour le développement durable, voilà, vous faites des choses, vous produisez des scénarios, et justement en englobant toute la complexité. Oui, alors il y a peut-être une difficulté qui est de réconcilier l'attente qu'on a par rapport aux résultats qu'on produit et en fait la pertinence de ce que nous produisons. Parce que nous, on produit beaucoup de scénarios, des trajectoires, et souvent les gens nous challengent là-dessus parce qu'en fait, c'est pas celles qu'ils veulent, c'est pas ça qu'ils veulent voir, alors qu'elles sont là pour éclairer encore une fois dans une approche prospective, donc il faut y passer un petit peu de temps. Mais bon, bon an, mal an, je peux pas dire qu'on n'est pas écouté. Après que ça ait des effets sur les décisions prises, j'en suis moins sûre. Mais en vous écoutant parler, je me faisais la réflexion de finalement, si on reprend cette analogie que je proposais avec l'idée de transiter entre une phase carbonée, une phase décarbonée, et qu'on se remémorait ce qui s'est passé cette dernière année. Quand vous prenez de la glace et que vous voulez la transformer en eau, il faut une variable température qui va fluctuer et qui va, plus elle augmente, plus permettre ce changement de phase. Qu'est-ce qui s'est produit en fait ? Il y a un virus qui est arrivé et il y a des choses qui se sont complètement transformées et qui, finalement, allaient dans le bon sens par rapport à la décarbonation qu'on attendait.
par rapport à la biodiversité, par rapport à tout un tas de choses qu'on pensait impossibles. Moi, j'habite à Antibes, au loin, là, il y a un avion qui passe par minute. Je peux vous dire que ça a changé le paysage, mais vraiment environnemental, quoi. Et je sais pas, il s'est passé où les gens sont sur des vélos, enfin, tout un tas de choses qu'on a considéré qu'il était impossible d'implanter localement se sont mis à apparaître comme possibles. Donc une variable extérieure, encore une fois, qui déclenche quelque part la transformation et l'adoption de modes de vie dont on ne parlait absolument pas. Et on se faisait la réflexion tout à l'heure. Finalement, y a tout un tas de projets aujourd'hui d'immobilier, de bureaux qui sont en train de se déployer partout et dont on se demande comment ça va s'adapter à la réalité d'aujourd'hui qui va sans doute avoir des conséquences. Donc tout ça pourquoi je ne veux pas qu'on parle forcément de ce sujet, mais dire, il y a... c'est pour ça que moi je suis assez sûre qu'il faut qu'on réfléchisse les choses différemment de ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Que c'est cette décomposition et cette vision, que c'est les technologies d'un côté, ou que c'est les mesures économiques de l'autre et les aspects financiers qui nous empêchent en fait de nous rendre compte que voilà, il faut trouver ce déclencheur qui va nous faire basculer vers autre chose et que ça va se faire au détriment de beaucoup d'actifs investis, de modèles économiques, bien sûr. Hein. Mais il n'y a aucune autre solution qu'une solution qui va être hyper dérangeante. C'est évident. Et il faut arrêter de faire semblant qu'on va faire du green économique, ça va faire plaisir à tout le monde, mais pas du tout. Il va falloir faire des sacrifices et il y a des gens qui vont être touchés violemment. Mais si on ne fait rien, il y a des gens qui vont être touchés violemment de toute façon. En fait, il faut comprendre qu'on va dans le mur. On va dans le mur. On n'a pas parlé des migrants climatiques, on n'a pas parlé de... On est toujours dans cette vision où on est centré sur le pays où on habite. C'est assez normal. C'est pour ça que je disais, la prospective, c'est aussi se débarrasser. Hein, d'élargir, d'ouvrir. Essayer de comprendre. Mais en vérité, on va dans le mur. Mais c'est pas juste que vous aurez des moustiques en Bretagne. Ça, c'est rien. Je veux dire, c'est que la planète et la population mondiale est déstabilisée globalement. Donc, soit on prend le taureau par les cornes et on fait quelque chose, et on déséquilibre l'équilibre dans lequel on est aujourd'hui, où chacun fait ce qu'il veut, travaille sur les rivières, les machins. OK, on continue à faire ça, en se disant, moi je fais un peu ce que je peux, et puis c'est bon, je rentre chez moi le soir. Ou alors on se dit, il y a un petit côté révolution, là, quand même, à réfléchir. Révolution de pensée, hein. Et je pense que c'est très intéressant, et c'est là où je vous dis, c'est une utopie un peu dynamique qui sort de « oh là là, on est foutu ». C'est de dire « tout est à inventer ». Il y a vraiment quelque chose à trouver. En plus, il y a plein de choses qui se passent qui sont vectrices d'inspiration. Vous parliez d'imagination. Moi, je vous dis, moi, je fais travailler mes étudiants pour comprendre qu'est-ce que ça serait si on avait eu un blackout, enfin pas un blackout, comment on appelle ça, un confinement pendant 10 ans. Vas-y, qu'est-ce qui se serait passé au niveau de nos consommations, nos émissions? Est-ce que ça servirait à quelque chose, oui ou non? C'est intéressant de voir ça, parce que c'était des sacrifices terribles, des pans entiers de l'économie qui se sont effondrés. Et de voir si on peut mesurer des choses qui vont nous enseigner. Bien sûr, de ne pas dire c'est ça qu'on veut, mais de comprendre, ça veut dire zéro aviation. On parle de l'aviation, ça veut dire pas d'aviation. Je peux vous dire que les premiers résultats, c'est ça va largement pas suffire. Ça va largement pas suffire. Donc il faut inventer autre chose. C'est vraiment, voilà, c'est pas juste d'arrêter de consommer dans des secteurs. C'est de changer énormément d'imbrication,
Bon, c'est des sujets passionnants. Voilà. C'est des sujets passionnants et c'est là où je vous suis parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant de se dire voilà, il faut inventer, il faut imaginer d'autres scénarios, il faut regarder les choses en face. C'est pour ça que la métaphore du changement de phase, je la trouve bizarre parce que justement la métaphore du changement de phase, d'un seul coup l'eau elle se gèle, d'un seul coup l'eau elle s'évapore, etc. On a l'impression que c'est un déclic. Or, le monde matériel fonctionne pas. C'est pas d'un seul coup. Les physiciens ils seraient pas contents. Ah bon, il y a une cinétique de la transition. J'en doute pas, mais en gros à 99 degrés l'eau. C'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Okay. Non. En tout cas, disons que c'est quelque chose il y a un basculement, quoi. Il y a un point de bascule. Or, dans le monde matériel, il n'y a pas de point de bascule historiquement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le confinement est un bon exemple. On a quand même une pandémie globale. Les émissions de CO2, elles ont baissé de quelques pourcents. C'était tout à fait mineur. Vous prenez les pires catastrophes de l'histoire, les consommations matérielles, elles diminuent à peine. Voilà, oui, mais parce que justement la transition, enfin la dynamique est très rapide. Enfin, là, c'est une dynamique hyper rapide, les effets du Covid. Oui, mais la guerre de 14-18 suivie de la grippe espagnole, ça dure quand même pas mal de temps. C'est beaucoup de morts. Si vous regardez les courbes de consommation, ça fait une petite encoche et puis ça repart. Alors qu'est-ce qu'il faut, Jean-Baptiste Ressos, on va arriver à la fin de ce débat. Il faut pas terminer sur une note. Moi, ce qui me surprend, c'est à la fois il faut la révolution et en même temps, ah oui, non, mais c'est pas l'avion. Bah si, c'est l'avion et c'est la viande et c'est plein d'autres choses encore. Quoi. Ah non, j'ai pas dit c'est pas l'avion. J'ai dit c'est pas l'avion tout seul. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas tout seul qui va changer. L'argument de dire vu que l'avion pas tout seul, c'est pas ça qui change, donc il faut continuer l'avion, c'est bizarre aussi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais moi je dis pas il faut continuer. Ce que je veux dire, c'est faut faire les choses parce que par exemple, tu parles du véhicule électrique. C'est pareil. C'est pareil de dire tout sur le véhicule électrique ou haro sur l'avion. C'est la même chose. Il faut le considérer dans un système global de mobilité. Donc de dire, ce système global de mobilité, il passe par moins de moteurs drastiques. Voilà, exactement. Et moins de déplacements. Et moins de déplacements aussi, bien sûr. Donc, moi, je suis d'accord. C'est juste de dire, encore une fois, et je suis pas pour ou contre la viande, mais je pense qu'il y a des idées reçues. Là, c'est pour le coup, le GIEC fait un bon boulot sur d'où viennent les émissions. L'agriculture et la consommation de viande, ça pèse quand même pas mal, quoi. On parle pas de queue de cerise, j'avais l'impression quand même. Oui, on a un tiers, quoi. Ouais, voilà, c'est quand même du lourd, quoi. Enfin, on parle de choses sérieuses, quoi. Donc, sur les transports, ça doit être 40%, un truc comme ça. Donc, il faut jouer sur tout. Il faut tout remettre en question, et nous-mêmes en premier, finalement, et la manière dont on fonctionne. Et dont on se rassure dans notre coin La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? On le sait exactement ce qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, etc. Et je pense qu'en fait, les scientifiques ont déjà fait leur job, en vérité. On sait très bien ce qu'il faut faire. Tout le monde sait relativement bien ce qu'il faut faire, en vérité. Sauf qu'on ne le fait pas et on s'en fout, on n'a pas envie de le faire. Et le côté, les jeunes, maintenant, c'est très différent. Ça, j'y crois pas non plus. Parce que si vous regardez, par exemple, les sondages sur dans les grandes écoles, où est-ce que vous voudriez travailler, les jeunes, ils ont envie de travailler à Airbus, LVMH, des choses... Et dans la finance aussi. Bon, ça, c'est peut-être moins émetteur, mais en fait, ça finance des trucs émetteurs. Allez, pas tous les jeunes, il faut... alors ça, c'est pas... Là, je m'inscris en faux. En tout cas, non, mais on a vu évoluer cette population, puis on le voit, nous, au niveau des remplissages des options. Tout simplement. Donc, il y a des options qui sont extrêmement recherchées. Tout à fait, et on n'a pas d'option de transition, mais enfin, s'il y en avait une, ça se bousculerait. Donc, il y a quand même c'est une partie de la jeunesse qui fait des études. Il y a des manifestes qui ont été faits par des élèves. Alors, moi, je parle de mes élèves, effectivement. Donc, Par contre, il y a un truc qui s'appelle l'eurobaromètre. En gros, on pose la même question. Il y a la même chose aux États-Unis, les sondages Gallup. On fait sur des longues durées. On pose toujours la même question. Est-ce que vous mettez en avant... C'est quoi le plus important, l'économie ou l'environnement ? C'est une question assez basique, mais ça permet de tester un peu c'est stable. C'est stable depuis la fin des années 80, c'est stable. Et l'économie passe systématiquement, quand il y a une crise économique, l'économie de dire, si, c'est plus important que l'environnement. Et quand on est en période de croissance, on se met à polluer davantage. Ah non, l'environnement, c'est plus important. Mais c'est relativement stable, en fait. Et aux États-Unis, on a ça depuis fin des années 60, et c'est stable. Donc, non, le côté, il y a un immense éveil environnemental. Ça, c'est vraiment... Pour le coup, on peut un peu dire ça quand on est historien. On se rend compte que c'est vraiment une histoire qu'on n'arrête pas de se raconter soi-même, génération après génération, quoi. La notion de prise de conscience, c'est fabuleux, parce que tout le monde prend conscience. Chaque année, tout le monde prend conscience. Ça devient un marronnier journalistique. Ah oui, alors, comment faire pour arrêter de se raconter des histoires et pour, au contraire, se mettre à inventer des histoires pour les rendre plus profitables, pour nous inventer d'autres futurs, parce que c'est quand même ça qu'on peut retenir aussi de c'est-à-dire comment
à partir de la complexité, à partir de la réalité, poser les bonnes questions et voir dans quel sens on ira. On peut peut-être changer. L'historien que vous êtes, Jean-Baptiste Fressoz, va pas nous dire le contraire. On peut peut-être changer et ça peut nous donner envie de changer. Mot de la fin peut-être, puisqu'on arrive à la fin de ce débat. La science doit-elle des raisons d'espérer? Vous m'en avez donné quand même ce soir. En tout cas, Nadia, moi je trouve que vous m'en avez donné aussi. Donc voilà, peut-être que je vous laisse conclure. Ce que je pense, c'est... en fait, je voulais poser une question à Jean-Baptiste. J'ai l'impression que le prisme de la réflexion, c'est un prisme occidental, si je peux me permettre. Je ne sais pas si on considère les jeunes Chinois, les jeunes Indiens, les jeunes Algériens, les jeunes du Gabon. Enfin voilà, je pense qu'on est toujours dans cette vision-là. Et moi, je m'inscris en faux parce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont tellement impactées par toutes ces questions-là qu'on ne peut pas se dire qu'il y a de l'immobilisme, ou alors s'il y a immobilisme, c'est pour juste fuir, pour venir dans ces modèles économiques figés. Voilà. Donc après, je pense qu'on peut vraiment être acteur, nous. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'à décréter qu'il n'y a plus d'enseignement sur la finance. Bon, pas le faire vraiment toute seule, mais quelque part, voilà, il y a une responsabilité de la mise en œuvre de programmes qui vont dans le sens qu'on a envie. Et encore une fois, ça sera au détriment de choses. Alors maintenant, est-ce qu'on est assez fort parce qu'on est dans un monde qui est contrôlé par des forces qui sont bien au-delà des gouvernements, etc. Donc, moi, je pense qu'effectivement, si c'est une petite conclusion, je reste dans mon état d'esprit assez dans l'utopie qu'il peut y avoir une adhésion individuelle sur la complexité des problèmes qui fait qu'il y aura des orientations qui permettront dans l'engagement professionnel, dans l'engagement scientifique, d'amener des nouvelles ouvertures aux questions posées. Ça vous va comme conclusion ou... Eh ben, on va s'arrêter là. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Nadia Maïzy. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la chaire ParisTech Modélisation Prospective au service du développement durable. Donc, merci de nous avoir aidé à co-construire nos futurs possibles. Merci, Benoît Labouze. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche à AgroParisTech. Merci, Jean-Baptiste Fressoz. On peut citer L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique qui est paru au Seuil. Vous êtes aussi le co-auteur avec Christophe Bonneuil de l'événement Anthropocène, également aux éditions du Seuil. C'est le dernier débat de ce cycle Demain la vie pour cette saison. Nous vous remercions, chers amis internautes, de les avoir suivis et vous donner rendez-vous après l'été, l'année prochaine, en 2022, pour une rentrée placée sous le signe de toutes les intelligences. Alors, collectives, animales, artificielles, des plantes, toutes les intelligences seront, je l'espère, au rendez-vous ici, à la BNF, avec du public. Ça, c'est notre espoir aussi. Merci à toute l'équipe de la BNF, scientifique, culturelle et technique. Et on a besoin de tous nos talents pour faire face à cette complexité. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.